Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h bilingue sur les antennes de Spectrum Télévision. La compassion du gouvernement aux victimes de l'attaque meurtrière survenue le 24 novembre dernier au lycée bilingue d'Ekondo Titi, c'est dans la région du Sud-Ouest. Le ministre de l'Enseignement secondaire s'est rendu au chevet des élèves blessés internés à l'hôpital régional de Limbé. Occasion pour le ministre de remettre également un soutien financier du gouvernement aux familles des victimes de l'attaque. Souvenez-vous qu'il y avait fait 5 morts, donc 4 élèves et une enseignante. En économie, la digitalisation des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre est au cœur de la conférence de l'Association des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, justement, qui s'est ouverte ce jour à Douala. Plus de détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. On ouvre ce journal en anglais et c'est avec vous, Christella Sek. Good evening. Bonsoir, Makedali Dignutom. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. Subsequent to the gruesome killings of students and a teacher at the government bilingual high school Econdo Titi last week, hundreds of youth and politicians have stormed the streets in Econdo Titi, denouncing this barbaric act, as well as the activities of the separatist fighters. Unila Donet. Education is a fundamental right. This is a message the people of Econdo Titi are passing across to all perpetrators of evil in the two crisis-hit regions of Cameroon. A mass of inhabitants took to the municipal grandstand on Sunday, November 28, 2021, in an ecumenical service to condemn the recent assassination of students and teachers of GBHS Econdo Titi. At the service, pastors and priests all prayed for the souls of the departed and the return of peace to the northwest and southwest regions. This was shared by the divisional officer of Econdo Titi, Timothée Aboloa, in the presence of top elites and other clergymen. In the same vein, an ecumenical service in memory of the slaughtered students and teacher in the manslaughter has taken place at the municipal grandstand in Econdo Titi. The service that took place yesterday, November 28, 2021, was presided over by the divisional officer of Econdo Titi, Timothée Aboloa, in the presence of elite chiefs, clergies, and the living forces of Econdo Titi in particular, and the division as a whole. The pastors and priests prayed for the repose of the souls of the departed and the return of peace and normalcy in the northwest and southwest regions of the country. Still in relation with the Econdo Titi bloody killings, Professor Pauline Nalovalionga, Minister of Secondary Education, has visited the victims currently receiving treatment at the Limbe Regional Hospital. Catherine Kone with details. Following the attack on students of Government Bilingual High School Econdo Titi in the Dance Division of the Southwest Region, the Secondary Education Minister, Professor Nalovalionga, visited the 4 surviving victims of the Econdo Titi massacre undergoing treatment at the Limbe Regional Hospital. Professor Nalovalionga extended words of encouragement and financial support to the injured students. The hospital is super clean. You can virtually eat in this hospital. It gives great comfort to the family members. It gives great comfort to those of us who live in Limbe and who are seeing the development of the hospital. We thank the head of state for what he has done to the hospital here. I'm very happy that those children are going to heal with time. And I call on all the family, I call on the teachers as well, that everybody should stay with the government and work within the bounds of
with that. Dialogue is important. Nothing else is important. Thank you, Madam. The children expressed gratitude to the government for their prompt action in ensuring that they get the best medical attention. We want to appreciate the president of this country and the honorable minister here and this hospital authority that have been of tremendous help and the recovery of our children. We, as the parents of the victims, we say a huge thank you. After visiting the students, the minister had a workshop section with the health personnel who reassured her that the injured victims as of now are currently out of danger. Following the attack on students of God. Parlons d'autre chose dans ce journal. La première édition outre-Atlantique du Festival culturel et traditionnel des peuples du Nkam a eu lieu le 27 novembre dernier. C'est en simultané avec la 4e édition du festival baptisé Ngankam à Yabassi. Au cours de ces festivités, l'antenne de la diaspora a été installée. Plus de précisions avec vous, Inès Pangon. Le festival culturel et traditionnel des peuples du département du Nkam, c'est aussi pour la diaspora. Après 5 ans d'absence, la 4e édition se tient ce 27 novembre 2021 à Yabassi au Cameroun et outre-Atlantique, la première édition se déroule en simultané. L'antenne de la diaspora, désignée par le comité d'organisation au Cameroun, est installée au cours des cérémonies. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est vous qui avez le devoir, le pouvoir ancestral, la charge La nouvelle équipe a l'ambition de faire revivre, de sensibiliser et de mobiliser les fils et filles du département du Nkam installés à l'Hexagone et dans plusieurs autres pays. Elle est destinée à la tradition. Les politiques que nous représentons vont plutôt accompagner. La demande que nous allons faire à Sa Majesté Lobby, c'est de plaider auprès de ses frères du Nkam pour que la repossession de cette fête soit donnée. La prochaine édition du Nkam est annoncée pour 2023 par les autorités traditionnelles organisatrices. The Port Management Association for Central and West Africa are on a 5-day working visit to discuss digitalization, good clearances, logistics and management issues to increase the port services to the nearest cities. Josephine Binzi and Julipo give us highlights of the first day working session. Human contact is about to be limited at its maximum and digitalization more in use as the Association of Port Management of West and Central Africa will discuss cargo clearance and logistics, which may require less paperwork to facilitate the process. That is why it is important. We have no choice but to adopt it. But you see that even before COVID, digitalization was necessary. But when COVID came, and we had to stay in our homes and still be able to work and ensure that logistics and cargoes could be able to flow, then digitalization became more important. Where you, from your home, you should be able to work remotely, communicate with ships, get cargoes to be cleared through the ports, make payments through your bank, and ensure that cargoes are cleared to the port within the quickest possible time without using COVID as a reason. And that really helped us. Without it, we would have had ships queuing in the ports without leaving, cargo sitting in the port terminals without leaving. It will choke. Populations will be hungry because goods cannot move. And by so doing, not on a 100% scale, but African port entries are on a transition to complete digitalization to enable clearance and logistics. African ports, among the 20 countries, I will say that more than half of them have initiated significant measures in the digitalization process. A few of them have also started, and I think that every single port has started, made some effort to begin with digitalization. So we are progressing on that and learning from our neighbors and within the family of the International Association of Ports and Harbors to be able to know progress that the West is making, progress that European ports have made, progress that Asian ports have made
then we compare that with ours and be able to improve on a daily basis. The Port Management Association for Central and West Africa have today, in their 41st meeting together with 33 members, decipher from November 29 to December 3, 2021 on the future of African ports. Various models will be touched to see what is best in which context. Économie toujours 5,752 milliards 400 millions de francs CFA. C'est le montant inscrit dans le projet du budget 2022 du Cameroun. Le pays qui projette ainsi une économie de près de 80 milliards de francs CFA. Et d'après le ministre des Finances, l'objectif sera atteint grâce à la poursuite de l'application de la stratégie zéro valeur qui vise notamment à réduire considérablement les dépenses de fonctionnement des différentes administrations. Que pensent justement les experts de ce projet de loi de finances? Nous vous proposons d'écouter la réaction de Pierre Alaka. La tricherie et le système du franc CFA qui continue à nous coloniser, à nous mettre dans des problèmes. Vous comprenez donc que c'est une très mauvaise mesure pour une raison simple. Cette mesure, si elle profitait au Cameroun, ce serait très bien parce qu'elle ne profite pas au Cameroun. Elle permet d'enrichir les multinationales étrangères, parce que si on avait confié ça avec monopole bien entendu à Camtel, alors les Camerounais ne trouveraient pas grand chose à redire. Mais lorsqu'on confie ça aux téléphonie mobiles qui sont venus pour la téléphonie et qui font maintenant des opérations de banque, ça devient assez gênant et c'est une très très mauvaise mesure. Mais écoutez, ça va permettre maintenant de tuer la petite entreprise locale, la petite PME locale qui faisait déjà dans les transferts d'argent, vous les connaissez, et ça permet de renvoyer Camtel au dernier rang de la classe. Ce n'est pas absolument normal. Et d'autre part, ça permet à mener des gens à aller, n'est-ce pas, dans l'enrichissement de ces multinationales, dans la mesure où la disparition de la petite monnaie va les obliger automatiquement à utiliser ce moyen de paiement qui est complètement inhabituel chez nous, parce que déjà, comment vont faire ceux qui sont en zone rurale où l'énergie électrique ne permet pas de charger leur téléphone? Ils vont connaître des difficultés. C'est pour ça que cette mesure est extrêmement dangereuse. Et elle risque d'amener les gens à ne plus traiter de ces questions-là et à trouver d'autres formules. Là. Farmers in the southwest region of Cameroon have been taught new methods of cultivating staple food like plantains and yams to help stabilize the economy of the region raged by the current socio-political crisis. This was at the Ministry of Agriculture and Rural Development delegation in Boya. Let's listen to this reaction from the following excerpt. The problem I noticed at this workshop we solve is that first, the rapid multiplication of a plantain using the PIF method is not a very old system. They used to harvest their suckers normally from the old plantains that they have, and then they go directly and plant. But with this, it's possible that we are talking about a second generation agriculture that we need to expand our production. We need to expand the production, and you cannot expand your production following the traditional method. You must use an improved system of multiplying your seeds so that within a shorter period you can establish a larger portion of the farm. À Douala, un homme trouve la mort le 26 novembre à la place du gouvernement, ici dans la cité économique. Ce dernier, laveur de voiture, est décédé à la suite d'une électrocution. Dans un communiqué rendu public, le premier adjoint au maire de la ville annonce une enquête pour déterminer les conditions exactes de ce décès. Plus de détails dans ce reportage d'Oriane Donken et de Julie Pont. C'est lui le poteau de la mort. Pierre Abkalao, laveur de voiture à la place du gouvernement à Bonanjo ici à Douala, a été électrocuté ce vendredi 26 novembre 2021 aux premières heures de la matinée. Nous étions tous ensemble ici en train de travailler. Et là, quand je pars pour aller puiser de l'eau, je comprends les cris.
je me retourne, je vois d'un de mes collègues en train de lui tirer sur les mains. Et après, quand lorsque je saute, alors je viens vers son côté, je trouve que non, il est en train de vomir le sang. Malgré les premiers soins administrés, rien n'y fera. Il y avait un monsieur là, c'était un patient, c'était sapeur-pompier, il partait lui au travail. C'était aussi un médecin. Il a essayé de le ranimer un peu, bon. Ça n'allait pas. Il m'a dit bon, amenez-le à l'hôpital. Je l'ai mis dans le taxi, je l'ai mené à la garnison militaire. Maintenant à la garnison militaire, j'arrive à la garnison militaire. Le docteur me dit que non. Il n'est même pas sorti le taxi. Il est mort sur place, mais c'était même ici. Bon, parce que bon, il faut qu'il s'abatte d'abord à l'hôpital parce que mais franchement, il était mort même ici. Il faut dire que sur cette terre, c'est le bal des câbles électriques. Si certains sont protégés, d'autres sont exposés. Peut-être que ou bien l'installation a été mal installée. Regardez, voyez un peu ici là. C'est là. Regardez. C'est d'ici. Lui, il a eu l'appui ici. Dans l'appui d'ici, il voulait maintenant arrêter ici. C'est là qu'il est tombé. Et ce n'est pas seulement cette photo. Tous les paramètres de cette vie-là. Il y a certains de les gars qui a touché l'autre poteau là-bas. Il a aussi frappé. Même chose comme ça, même courant qui est au sol comme ça. De l'autre côté. Même à l'intérieur là. À l'intérieur, il y a toujours des masses comme ça. Lieu de grande affluence, davantage pendant les périodes festives, l'alerte est donnée. Avec la période de fête qui arrive, parce qu'ici là, pendant le fête, le 25 décembre, les enfants sont nombreux ici. Et le parc est gâté avec le courant partout. Ça frappe. Partout ça frappe. Donc il faut y aller sécuriser avant le 25 décembre. Le premier adjoint au maire de la ville, dans un communiqué rendu public à la suite de cet incident, appelle justement la population à la vigilance. Tout en présentant ses condoléances à la famille, annonce une enquête administrative pour déterminer les conditions exactes dans lesquelles ce malheureux accident est intervenu. Et les résultats de cette enquête restent vivement attendus. L'actualité à l'international, coopération Chine-Afrique. Le ministre sénégalais de l'économie demande à la Chine de créer un contexte favorable à l'économie africaine. Covid-19, après la fermeture des frontières aériennes par le Maroc pour contrer Omicron, la France rapatrie les personnes bloquées dans ce pays d'Afrique du Nord. Plus de détails dans ce résumé de l'actualité africaine avec VOA. Au Sénégal, le ministre de l'économie a demandé lundi à la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, une relation avec le continent moins centrée sur la dette et profitant plus aux économies africaines. Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté l'accusation de se servir de la dette en Afrique. L'Éthiopie a nié avoir mené une attaque dans une région frontalière disputée avec le Soudan, accusant les rebelles tigréens que le gouvernement combat depuis plus d'1 an. Le gouvernement éthiopien a déclaré cependant vouloir résoudre la dispute de manière pacifique. Au Burkina Faso, au moins 4 soldats ont été tués lors d'une attaque contre un détachement militaire à Solé, la 3e en 2 semaines contre les forces de défense et de sécurité du pays. Les attaques récurrentes au Burkina ont suscité récemment des manifestations de colère dans plusieurs villes du pays. Des vols spéciaux sont mis à disposition pour rapatrier en France les personnes bloquées au Maroc après la fermeture dimanche soir des frontières aériennes en raison de la propagation rapide du nouveau variant Omicron du Covid-19. Près de 80 000 Français résident au Maroc. Sport à présent, élection à la Fédération camerounaise de football. La commission de recours de l'instance vient d'enregistrer 4 recours visant la disqualification de la candidature du président par intérim actuel Seydou Mbombo Njoya. Sur les principaux motifs de ces recours, suivons ce reportage d'Olivier Bouzikeu à Yaoundé. Les recours viennent de part et d'autre. Seydou Mbombo Njoya est presque débordé par les tirs groupés de ses adversaires à la présidence de la FECAFOOT. La légalité de sa candidature est mise en cause à la fois par Justin Tagou, candidat au poste de président de la FECAFOOT, Henri Dialankwan Junior, délégué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, Robert Louis Mbekek, lui aussi délégué à l'Assemblée générale, et Emmanuel Mabouankessa, candidat recalé au poste de président de l'instance fêtière. Comme mobile de leur recours, les plaignants évoquent d'une part la violation de l'article 24 des statuts de la FECAFOOT
qui exige que tout salarié ou employé de la fédération, candidat à un poste sélectif, doit au préalable démissionner de ses fonctions au moins 3 mois avant la date du scrutin. D'autre part, il dénonce le statut controversé de l'exécutif actuel, déchu le 15 janvier dernier par décision du tribunal arbitral du sport. Pour eux, la FIFA a violé l'article 19 de ses propres statuts en confiant illégalement la gestion des affaires courantes de la FECAFOOT à Seydou Mbombo Njoya et compagnie. Selon les textes querellés, la FIFA ne reconnaît pas les organes d'une association membre n'ayant pas été élus ou nommés. Cela vaut également pour les organes élus ou nommés uniquement à titre intérimaire. Pour l'heure, leurs demandes sont en phase d'examen au sein de la commission de recours de la FECAFOOT, laquelle commission se prononcera par la suite sur la disqualification ou non de la candidature de Seydou Mbombo Njoya avant le scrutin prévu le 11 décembre prochain. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir et bonne soirée à vous, Christelle Asek. Good evening, Makidali Dinyotom. Good evening, televiewers. It was a pleasure being in your company. See you tomorrow, God willing, for another edition of the Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Bye-bye.